je ne vais pas être bavard, je vais vous laisser la parole à nos invités du soir. Évidemment, je les remercie grandement de nous accorder leur temps précieux, j'imagine, pour un sujet passionnant. Je vous laisserai vous présenter. Puis je sais que nos élèves curieux sont allés sur le site de l'école et ont reçu une petite notification. Donc, vous n'avez plus aucun secret pour eux. Donc, je voulais juste rappeler à tous nos participants à la conférence de bien couper le micro, de bien couper les caméras, de façon à ne laisser activer que les micros et les caméras de nos invités. Nous procéderons comme la dernière conférence. Si vous avez des questions, vous nous les mettez sur le chat, de façon à ce que comme ça, nos conférenciers puissent directement répondre à vos questions si ça le permet en cours de conférence. Sinon, on se garde du temps pour répondre à vos questions par la suite. Donc voilà, Xavier, Isabelle, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Et donc, on est ravis, en fait, avec Xavier d'être invité par vous. On va commencer par se présenter et puis on a prévu tout un déroulé sur ce qu'est l'intelligence artificielle. N'hésitez pas à nous poser les questions dans le chat. On y répondra au fil de l'eau. Si on n'y répond pas, c'est parce que en fait, c'est quelque chose qu'on va adresser juste après. Donc, du coup, on se garde la question et on y répondra dans le déroulé de notre présentation. Alors, peut-être pour commencer, quelques mots, on va se présenter tous les deux. Donc moi, je suis Isabelle Hilali. Je vais vous expliquer rapidement ce qu'est DataCraft et ce que j'ai fait, juste pour vous donner des idées de parcours. Donc, DataCraft, c'est un modèle de club et ça permet aux data scientists et aux experts de la donnée de se retrouver entre pairs pour un échange de bonnes pratiques. Parce que vous le verrez au fil de notre présentation, quand on travaille sur des sujets de data, on a besoin d'apprendre tout le temps. Ça change très, très vite. Et on a aussi besoin d'échanger avec d'autres experts. C'est le meilleur moyen d'être performant et surtout de continuer à apprendre. Donc voilà, donc nous on a un modèle de club, on permet ça, les entreprises payent une adhésion pour être membres, pour que leurs data scientists viennent au club, et on a aussi un système un peu comme des résidences d'artistes, mais nous c'est pour les data scientists où on héberge des chercheurs et des freelances. Et en quelques mots sur moi, donc moi j'ai fait Sciences Po à Grenoble en service public, et puis ensuite j'ai fait un DEA de stratégie militaire. Et je crois que le fil rouge de ma carrière, c'est à la fois la curiosité et l'envie de travailler sur des sujets qui avaient beaucoup d'impact. Donc c'est ce qui explique mon DEA de stratégie militaire. Je me disais que c'était des questions importantes et que c'était aussi important qu'il y ait des filles qui s'intéressent à ces sujets-là. Donc, c'est la même chose pour l'intelligence artificielle. Et puis, après la défense, j'ai travaillé dans l'industrie mobile. J'ai travaillé aussi au début d'Internet et puis dans la santé connectée et maintenant sur les sujets d'intelligence artificielle. Voilà pour mon parcours. Et je donne la main à Xavier. Bonsoir et merci donc pour cette invitation. Pardon, excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Donc moi je m'appelle Xavier Fresquet. Alors je me vois pas, mais j'imagine que vous me voyez. Hein. Je suis ingénieur à Sorbonne Université et je m'occupe avec un collègue qui est prof de maths d'un institut. Donc c'est un centre dédié à la recherche sur le campus de Jussieu. Qui fédère différents laboratoires qui travaillent dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et c'est quelque chose qui a été créé l'an dernier, parce qu'en fait, comme vous le savez certainement, en France et dans de nombreux pays européens, il y a des stratégies nationales qui ont été développées par les pays, par l'Europe aussi, de développement de la recherche, de l'industrie, autour de différents outils, différentes méthodes d'intelligence artificielle. Et donc, un de ces résultats-là, c'est la création de grands centres. En France, il y en a plusieurs. Il y en a un à Grenoble, il y en a un à Nice, il y en a un à Toulouse, il y en a un chez nous à Jussieu, et il y en a un autre juste à côté, autour de l'École normale supérieure. Donc, qui sont des endroits qui développent des nouveaux projets, qui font des ponts entre les chercheurs, qui travaillent sur différentes questions dont on parlera un petit peu plus tard, de robotique, de mobilité, de santé, etc. Et donc, moi, je m'occupe d'animer cette communauté-là et je travaille avec Isabelle puisqu'elle est chez nous en ce moment. Donc, on se voit régulièrement, enfin par Zoom surtout. Voilà.
Alors, oui, donc pour vous dire 3 mots, parce que je vois la présentation, mais en tout petit. Donc, on ne va pas vous faire un cours de 3 heures sur l'intelligence artificielle, autant que vous avez certainement lu beaucoup de choses, mais bon, on peut dire que c'est un domaine qui débute autour des années 50. Finalement, que c'est un domaine qui a connu différents développements, des moments où ça s'est accéléré, des moments où ça s'est calmé. On appelle ça les hivers de l'intelligence artificielle. En ce moment, on est dans une période plutôt d'accélération, parce qu'il y a eu des développements théoriques, techniques, un peu particuliers dont on reparlera. Mais en gros, l'intelligence artificielle, c'est la capacité qu'ont les machines à reproduire, dans une certaine mesure, le comportement ou la réflexion humaine, ou des actions que peuvent faire les humains. Et donc, c'est une définition qui est très, très, très large. Et on verra un peu après que en ce moment, il y a une partie de l'intelligence artificielle qui est à la vedette, si vous voulez, mais qu'il faut voir ça comme quelque chose de beaucoup plus grand. Donc là, vous avez une petite chronologie. Alors moi, j'arrive absolument pas à la lire, mais vous arrivez certainement à la voir mieux que moi. Donc vous avez une chronologie donc, des développements, des choses que les ordinateurs ont réussi à faire un peu particuliers. Un ordinateur qui bat un humain à tel ou tel jeu, ou un ordinateur capable de conduire un véhicule. Voilà, c'est des faits marquants de l'intelligence artificielle. Et ce qui est important de retenir dans ce schéma-là, en fait, c'est pas tant les informations de manière isolée, mais c'est le fait que, en fait, il y a des moments où la recherche avance très bien, de manière très positive, et puis des moments où il y a des hivers, voilà, il y a des moments beaucoup plus calmes. Et donc vous avez sur toute cette chronologie voilà, des faits marquants, si vous voulez, des performances qu'ont réussi à faire les machines. Et on voit, si vous voulez, que ce qui est intéressant de regarder, et ça va faire écho à la slide d'après, c'est que dans beaucoup de faits marquants que vous voyez là, vous voyez des noms d'entreprises que vous connaissez. Je pense à Google, je pense à DeepMind, qui est un spin-off de Google, je pense à IBM. Et c'est intéressant de voir que c'est un domaine dans lequel l'industrie joue un rôle très, très important. Alors, on va passer à la slide d'après. Et donc là, vous avez... alors, c'est normal que vous n'arrivez pas à lire, hein, il y a beaucoup, beaucoup de choses. L'idée de cette slide, c'est de vous montrer que l'intelligence artificielle, dans toutes ses définitions, hein, elle est assez multiple. Elle a un rôle dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de secteurs du monde industriel. Donc, la santé, la mobilité, l'apprentissage, l'éducation, enfin voilà, ça touche à presque quasiment tous les domaines d'activité. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Et on va aller faire la slide d'après, Isabelle. Alors voilà, s'il y a peut-être un truc à retenir, c'est ces histoires de boîtes. Donc en fait, vous avez une espèce de grande boîte d'intelligence artificielle. Donc, on essaie de faire en sorte que des machines, des ordinateurs arrivent. Isabelle, vous pouvez couper votre micro pour ne pas avoir l'écho de Xavier. Ah. Alors, le problème, c'est que... Ah oui, c'est compliqué. Yes. Et donc, l'IA, si vous voulez, c'est des boîtes. Et en ce moment, on est dans une boîte qui est un peu particulière. Donc, l'intelligence artificielle, en général, c'est reproduire le fonctionnement de la prise de décision humaine, par exemple. Et pour faire ça, il y a différentes méthodes. Notamment, on peut, par exemple, donner à un ordinateur des règles. Donc, on lui donne des règles établies par des humains. Et il fonctionne en fonction de ces règles-là. Donc, ça peut être des règles pour, par exemple, établir un diagnostic médical. Donc, on vous dit, vous avez un patient devant vous, il a un pouls qui est comme ça, une fièvre qui est comme ça, etc. Et en fonction des règles, on va dire, il a peut-être cette maladie-là. Donc ça, c'est quelque chose qui existe, qui fonctionne et qui fonctionne encore toujours. Hein. À partir des années 80, vous avez ce qu'on appelle machine learning, l'apprentissage automatique en français, qui commence à arriver. Et donc là, on est dans une méthode dans laquelle, et c'est là où on est proche de la donnée dont parlait Isabelle, où on va donner à un ordinateur, à une machine, un certain nombre de données, donc par exemple plein d'images, en lui demandant d'extraire, d'apprendre à partir de ces images pour en trouver, en déterminer un certain nombre de règles. Et à partir
Donc ça, c'est le machine learning à l'intérieur de l'intelligence artificielle. Et après le machine learning, vous avez donc un champ de l'intelligence artificielle qui est celui qui est le plus en vogue en ce moment, qui s'appelle le deep learning, l'apprentissage profond, qui est un modèle de machine learning dans lequel vous avez ce qu'on appelle des neurones artificiels. Donc des neurones artificiels, qu'est-ce que c'est? C'est des fonctions mathématiques. Donc vous avez une donnée en entrée, une fonction mathématique, et une donnée en sortie, et c'est des fonctions qui sont reliées entre elles, donc on les met les unes à côté des autres, et on fait des couches comme ça, des couches de neurones, donc de plus en plus grands, de plus en plus complexes. Et ce que le deep learning arrive à faire, c'est à, à, par un système de rétropropagation, à se modifier et à s'adapter. Et donc, vous allez lui donner 1000 images de chat, il va regarder toutes ces images, pixel par pixel, ça va prendre un petit peu de temps, et puis quand vous allez lui donner une image de chien ou une image de chat, il va pouvoir vous dire bah, ça c'est un chat ou ça c'est un chien. Ça c'est l'exemple typique du deep learning. Et donc ça semble un peu simple en le disant comme ça, mais ça permet de faire des choses extraordinairement complexes et surtout de traiter des volumes de données très très importants, comme c'est le cas aujourd'hui. Et donc de pouvoir régler des problèmes de manière plus précise et de manière prédictive, comme ce qu'on verra un petit peu tout à l'heure, ce qui est très important, par exemple, en médecine, quand on étudie le climat. Alors, on va aller à la slide d'après, Isabelle, si c'est OK. Ah, ben là, ça, c'est toi. Oui, donc en fait, on s'est dit que c'était intéressant de vous présenter les différents métiers d'IA. Alors, déjà, un premier point important, le nom en fait des métiers évolue beaucoup. Si on prend il y a une vingtaine d'années, il y a déjà des gens qui travaillaient sur des modèles mathématiques, sur de l'informatique. Au départ, il y avait des statisticiens, il y a des informaticiens, il y a et petit à petit, en fait, au fur et à mesure qu'on a complexifié, qu'on a utilisé beaucoup plus de données et des méthodes de calcul bien plus performantes, en fait, on a fait évoluer les noms. Aujourd'hui, il y a différents métiers. Hein. Ce qui est important, c'est de comprendre ce qu'il faut faire quand on travaille sur l'intelligence artificielle. Déjà, il y a tout un premier pan qui est le métier de ceux qui vont en fait comprendre la problématique qu'on veut adresser, qui vont préparer les données, qui vont aller les chercher au sein de l'entreprise dans les différents systèmes d'information. Donc il y a toute une partie qu'on va appeler data architect, data management. Vous allez entendre parfois des mots comme data lake, donc un lac de données ou une base de données. Voilà. Donc ça, c'est un premier type de métier qui constitue vraiment à aller chercher les données, à les préparer. Il y a après tout le métier de la data ingénierie, en fait, où là, on va aussi être quand même globalement en amont et où on va développer des outils. Il y a la partie du data scientist qui va faire des requêtes, qui va développer des modèles. Il y a la partie data analyst dont on parle aussi souvent, où là, on est plus sur l'analyse des données pour en faire quelque chose qui va servir aux autres participants, aux autres personnes de l'entreprise. Et puis, il y a tout ce qui va être du machine learning engineer, par exemple, où on va, là, pour le coup, plutôt entraîner une machine. Tout ça, c'est segmenté. Il y a beaucoup d'entreprises où, en fait, c'est la même personne qui fait tout. Et d'ailleurs, c'est souvent plus efficace parce que c'est toujours compliqué, en fait, d'être plusieurs à travailler sur un petit bout. C'est pas toujours efficace. Donc, il y a un certain nombre d'entreprises qui considèrent qu'au contraire, il faut vraiment que ce soit une même personne qui fasse tout. Il y a différentes, je dirais, il y a différentes écoles. Ce qui est sûr, c'est que la partie algorithme, data scientist, en général, c'est plutôt des profils, je dirais, assez forts en maths. Voilà, c'est plutôt ces profils-là. Donc, on va être sur des écoles assez classiques, mais Xavier vous en parlera après. Et puis, la partie ingénierie, on est plutôt sur une composante informatique qui est un petit peu plus forte.
mais en tout cas, c'est des noms qui évoluent un petit peu. Aujourd'hui, c'est ceux qu'on qu'on utilise le plus fréquemment. Mais je suis certaine que dans 2-3 ans, il y aura des nouveaux noms de métiers qui vont apparaître. Sachez que finalement, ce qui compte, c'est de bien comprendre ce qu'on a envie de faire, en fait. Si on est plus sur du développement informatique, si on est plus sur le développement de modèles ou de l'apprentissage de machines, ou alors préparer les datas. Et puis, ce qui est important aussi, c'est finalement ce qui fait que vous allez être un bon expert, c'est votre capacité à travailler avec les autres dans l'entreprise et à bien comprendre leurs problématiques. Si vous êtes un data scientist chez Danone, en fait, il faut savoir à quoi ça sert de créer une grosse base de données, pour quoi faire en fait. Et puis à quoi ça sert de développer des modèles. Donc, je dirais les meilleurs experts, c'est vraiment ceux qui vont avoir cette curiosité et qui vont savoir travailler avec les autres. Et ça, c'est pas toujours facile en fait de trouver des profils qui ont la double compétence, qui sont vraiment curieux de ce qui se passe dans l'entreprise et du métier, et en même temps qui ont cette composante un peu beaucoup plus scientifique et technique. C'est pour ça d'ailleurs que de plus en plus, il y a des équipes en fait avec différents profils, et c'est le fait de les mettre ensemble qui est très utile. Et puis après, là, moi, je vous ai parlé des métiers vraiment classiques en fait de l'intelligence artificielle, mais en réalité, il y a plein d'autres métiers qui vont être exposés et qui vont même se spécialiser aussi sur de l'intelligence artificielle. Pour ceux qui ont envie de faire du droit, par exemple, il y a de plus en plus de demandes de juristes spécialisés sur le sujet de l'intelligence artificielle. Par exemple, quand vous allez utiliser un algorithme, quelle responsabilité vous avez si votre algorithme prend, je ne sais pas, vous êtes Renault par exemple, et vous allez développer des véhicules autonomes, donc des véhicules qui roulent tout seuls. Vous allez mettre une intelligence artificielle qui va devoir faire des choix à certains moments en fonction de la situation. Si elle crée un accident, quelle responsabilité vous avez? C'est important d'avoir aussi des juristes qui vont comprendre ce que c'est que l'intelligence artificielle et qui vont pouvoir travailler avec vous. Si vous avez envie de faire de la neuroscience, c'est pareil. Vous pourrez être très précieux pour, par exemple, collaborer avec des gens qui développent, qui apprennent aux machines, et pour travailler sur la relation homme-machine. Donc, finalement, au départ, vous n'allez pas faire une formation sur un des métiers que j'ai présenté, mais vous allez devoir aussi prendre une spécialisation sur l'intelligence artificielle pour bien comprendre ce que c'est, pour pouvoir travailler avec. Donc, il y a énormément de métiers qui vont se retrouver à avoir besoin d'une spécialisation sur l'intelligence artificielle aussi. Donc vraiment, ce sera, ça touchera beaucoup de métiers différents. Les études, ça c'est exactement. Donc, je voulais vous présenter, c'est très intéressant de parler des métiers et de dire qu'il y a différents métiers autour de l'intelligence artificielle. Et c'est intéressant aussi de parler des études. Alors là, je vous ai dressé un tableau qui peut vous sembler très limité. Mais en fait, je voulais vous présenter voilà, le profil typique des bons étudiants qu'on a chez nous qui font de l'IA. Maintenant, il faut aussi savoir, et c'est ce que disait Isabelle, qu'il y a plein d'autres types de profils qui font de l'IA. Et moi, j'en suis un exemple parce que moi, j'ai fait un bac qu'on appelait scientifique de mon temps. Et j'ai fait des études de musique et un doctorat de musique. Et aujourd'hui, je travaille dans le secteur de l'intelligence artificielle. Donc, j'ai pas du tout le parcours classique. Maintenant, les étudiants qui viennent chez nous à Sorbonne Université, sur le campus de Jussieu, et qui font des doctorats dans des sujets d'intelligence artificielle, donc c'est autour du deep learning aujourd'hui, ça peut être d'autres sujets, mais bon, bien souvent c'est ça, et donc plutôt des profils maths ou info. En général, on fait un bac avec une coloration scientifique. En général, on fait plutôt une classe prépa, parfois une licence, mais en général, c'est plutôt une classe prépa. Derrière, une bonne école d'ingénieur,
On a voilà, des profils qui sont très bons, hein, d'étudiants qui viennent de l'école polytechnique, de l'école des mines, centrale, etc., qui, après leur diplôme d'ingénieur, viennent chez nous pour faire un Master 2. Alors, ils ne sont pas obligés de le faire, mais en fait, c'est un peu comme ça que ça marche, parce que les directeurs de thèse, pour vous prendre en thèse, il faut d'abord qu'ils vous aient vu à travers le Master 2. Donc, en fait, vous revenez finalement presque une année en arrière, mais c'est un peu une étape obligée. Donc là, vous faites un Master 2 recherche en maths ou en informatique, ou à cheval entre les deux. Il y a aussi des formations à cheval entre les deux. Et ensuite, vous faites un doctorat. Et donc, le doctorat, c'est 3 ans. C'est une formation pendant laquelle on est rémunéré. Donc, à partir du doctorat, on est rémunéré. Et qu'on peut faire à l'université, mais qu'on fait bien souvent entre l'université et une entreprise. Une chose qui est très importante de retenir au sujet de l'intelligence artificielle, c'est vous avez certainement dû entendre parler du fait qu'il y a des classements qui existent, d'établissements, d'universités, etc. Donc, en France, surtout à Paris, vous avez beaucoup de chance parce qu'on est Paris, les établissements parisiens sont les premiers dans le monde pour les formations en mathématiques. C'est pour ça qu'en région parisienne, il y a des très grandes entreprises qui se sont installées pour faire de la recherche. Facebook, Google, etc., Amazon ont des centres chez nous. Et on fait ça parce qu'il y a une très bonne formation en mathématiques et qu'il y a aussi de très bons étudiants. Et ce qu'il faut retenir de l'IA, c'est que quand on regarde les établissements qui publient dans le domaine de l'intelligence artificielle, là où il y a 20 ans, ça allait être Stanford, Berkeley, Princeton, Harvard, etc. Et bien aujourd'hui, les premiers à publier des articles de recherche en intelligence artificielle, c'est Google, c'est Amazon, c'est Facebook. Parce qu'en fait, dans ces entreprises, il y a des laboratoires de recherche, les mêmes qui existent à l'université. Et bien souvent, c'est des chercheurs qui sont profs à l'université. On a plein d'exemples chez nous, hein, à Sorbonne Université, qui travaillent à mi-temps à l'université et à mi-temps en entreprise. Et donc, c'est un secteur dans lequel le monde industriel est très présent. Et être dans l'industrie, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas une recherche qui peut être parfois très fondamentale en statistique, en informatique. Et donc, ça, c'est quelque chose vraiment qu'il faut retenir. Et c'est très particulier à ce domaine-là. Moi qui viens d'un domaine très, très différent, je peux témoigner du fait que c'est vraiment, vraiment différent dans le domaine de l'IA. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait, Isabelle? Alors, la recherche en IA, donc j'en ai dit 2 mots hein, déjà. Donc, ça commence à partir du doctorat. On dit qu'on est un jeune chercheur à partir du doctorat. C'est comme ça que c'est reconnu au niveau européen. Le doctorat, ça dure 3 ans. Et la recherche en IA, en fait, elle concerne tous les domaines. Là, tout à l'heure, j'ai parlé beaucoup de l'informatique et des maths. Mais en fait, vous pouvez faire de la philosophie et faire de l'IA. Vous pouvez faire de la littérature et utiliser des techniques d'IA pour analyser des textes. Vous pouvez faire de la biologie, travailler sur la biodiversité et utiliser de l'IA. On a un étudiant là, qui a été recruté récemment qui analyse des chants d'oiseaux avec des techniques d'intelligence artificielle. En fait, il a un micro qui est dans une forêt, qui enregistre en permanence les sons de la forêt. Et avec des techniques d'intelligence artificielle très avancées, il arrive à voir quels sont les oiseaux qui sont là et surtout à les compter et à dire, ah bah, il y a plus de tel oiseau, moins de tel oiseau, et à voir comment les populations évoluent simplement en analysant les sons pris dans une forêt. Donc c'est très proche de l'industrie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Même si c'est fondamental parfois, ça peut se faire dans l'industrie, et les applications sont vraiment dans tous les domaines, santé, climat, mobilité. Il y a une course folle autour du développement des véhicules autonomes en ce moment, dans la défense évidemment aussi, qui est une priorité nationale. Et donc, la recherche en IA, elle concerne vraiment, vraiment tout le monde. Et donc, je crois qu'on a choisi 2 exemples à vous montrer avec Isabelle, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. On s'est dit qu'on allait vous donner 2 exemples assez distincts, hein. Le premier, c'est la santé et le deuxième, c'est la musique. Donc, dans la santé, c'est un secteur qui a mis assez longtemps à se digitaliser. Les 2 secteurs qui étaient un peu en retard, c'était la santé et l'éducation. Et on voit qu'il y a un gros rattrapage, notamment pour le secteur de la santé, avec beaucoup, je dirais qu'une grosse partie des investissements et des projets
sur l'intelligence artificielle. En ce moment, ils sont beaucoup sur la santé, après avoir été les secteurs assez précurseurs. C'était beaucoup la banque, c'était tout ce qui était marketing et grande consommation. Et donc, l'intelligence artificielle dans la santé, c'est beaucoup de choses. Ça peut être des outils pour tout ce qui va être l'aide au diagnostic et l'aide à la prise de décision des médecins ou des professionnels de santé. Donc, ça peut être par exemple un algorithme qui va permettre la lecture automatique d'un électrocardiogramme, ce qui peut permettre, par exemple, si on est un médecin généraliste et qu'on a moins l'habitude, d'avoir un outil qui vous aide en faisant un premier niveau d'analyse et qui vous permet de donner tout de suite, de faire tout de suite une analyse. Ça peut être des outils aussi pour l'aide au traitement. Si vous faites de la radiothérapie, il y a une chose qui est assez importante, c'est de contourer les organes qu'il faut traiter pour bien limiter la zone sur laquelle vous allez faire de la radiothérapie. Il y a de l'intelligence artificielle qui est développée pour aider à faire ce contouring. On sait que l'organe, il va évoluer en fait au fil du temps. On va pas faire de radio ou de scan en permanence. Donc, en fait, il y a des outils, des algorithmes qui sont développés pour essayer de prédire l'évolution de l'organe et pour aider à faire au mieux ce contouring. Il y a vraiment énormément d'exemples en fait dans la santé sur la partie recherche. Quand on va faire, par exemple, en général, quand on veut développer un médicament, on fait une étude clinique. On en parle beaucoup parce que c'est quelque chose de très long et de très compliqué. Il faut trouver des personnes sur lesquelles on va pouvoir tester un médicament. Il y a il y a un certain nombre d'études qui commencent à être faites, par exemple, sur ce qu'on va appeler des patients virtuels, en fait. C'est-à-dire qu'on va recréer des patients, mais fictifs, avec les caractéristiques de tout un tas de patients qu'on a entrés, en fait, dans une base de données, et ça permet de faire un premier niveau de recherche. Et donc, ça permet beaucoup d'accélérer la recherche et c'est extrêmement intéressant. Donc, l'IA en santé, elle a vraiment des applications multiples. Il y a une illustration aussi de tout ce qui va se faire en robotique. Aujourd'hui, on utilise, alors la robotique, elle est beaucoup utilisée notamment en chirurgie. Alors surtout par exemple en neurologie, dans des chirurgies qui sont assez compliquées en fait pour l'humain. Et du coup, on va être aidé en fait par un robot qu'on peut piloter à distance. Mais l'IA en fait peut intervenir parce que l'IA va capter énormément d'informations. Et du coup, elle va permettre en fait d'aider le chirurgien en lui donnant des repères. Voilà. Donc ça, c'est vraiment voilà, c'est un exemple de plus de tout ce que l'intelligence artificielle peut faire dans la santé. Aujourd'hui, il y a des projets, je dirais, il y a vraiment des millions en fait de projets qui sont en cours, qui mêlent IA et santé. Ce qui est compliqué, et du coup ça peut être intéressant pour vous, c'est d'avoir des gens qui comprennent à la fois la santé et à la fois euh, les thématiques d'intelligence artificielle. Il y en a assez peu de gens qui ont cette double formation. Alors c'est vrai dans la santé, mais c'est vrai pour les autres domaines. Et du coup, c'est des compétences rares et qui sont particulièrement intéressantes en fait. Quelqu'un qui est capable de comprendre les deux domaines. Donc, en termes d'orientation, ça peut être vraiment intéressant de réussir à allier les deux. Les deux. Oui, je rebondis juste sur la dernière slide parce que je parlais tout à l'heure des parcours. Et parfois, c'est simplement pour dire que parfois, vous avez des gens qui vont faire des études de médecine complètes et devenir médecin, et qui derrière, pour se spécialiser dans telle ou telle thématique sur des méthodes, des techniques d'intelligence artificielle, vont aller faire un master de recherche en bioinformatique, par exemple, ou en informatique,
et une thèse de recherche sur un domaine d'IA pour acquérir cette double compétence. Et dans notre écosystème parisien, on a des exemples comme ça, voilà, de médecins qui font aussi de l'IA et qui savent vraiment, qui sont assez experts du domaine. Et donc, un autre exemple qu'on voulait vous montrer, très différent cette fois, c'est un exemple que je connais un peu, puisque moi, c'est le domaine duquel je viens. C'est le domaine des arts, et donc celui de la musique est assez parlant. Alors, on peut se demander à quoi peut servir l'intelligence artificielle dans le domaine de la musique, et en fait, elle a plein d'applications extrêmement intéressantes, dont le fait que aujourd'hui, donc avec le deep learning, l'apprentissage profond dont on a parlé, il y a différentes architectures de réseaux de neurones qui existent, ces couches de neurones dont on a parlé aussi, et il y a une architecture qui est générative, c'est-à-dire qu'elle va générer des données et de tout type. Et donc des données, ça peut aussi être des données acoustiques et donc de la musique et donc du son. Et il y a des équipes de recherche, notamment une équipe qui est extrêmement avancée, qui se situe à l'IRCAM. L'IRCAM, c'est un lieu que vous connaissez peut-être, à côté du Centre Pompidou. Il y a un très grand bâtiment en briques rouges sur la place Stravinsky, là où il y a la fontaine, qui est un centre en fait de création musicale et de recherche sur la musique et sur le son, qui a été créé par Pierre Boulez, dans lequel il y a des musiciens, des compositeurs et des scientifiques, donc des informaticiens, des mathématiciens, des ingénieurs, qui travaillent ensemble pour soit développer des nouvelles manières de composer la musique, des nouvelles manières de faire de la danse aussi, des nouveaux instruments, ou des nouvelles méthodes informatiques. Et donc, une méthode, c'est un exemple dont on va vous montrer une très rapide vidéo ici, c'est une intelligence artificielle qui improvise en temps réel avec un musicien humain. Et donc, c'est ce dont parlait Isabelle aussi tout à l'heure, c'est l'interaction humain-machine. C'est-à-dire, l'idée de ça, c'est de dire que, enfin, c'est pas de dire justement que les ordinateurs vont remplacer les humains, comme les ordinateurs ne vont pas remplacer les médecins, mais qui viennent en plus, en complément, et qui apportent aussi une richesse et une forme de créativité. Et donc on a un petit exemple. Alors, je ne sais pas si ça marche, Isabelle. Normalement, tu dois pouvoir cliquer dessus. Ouais, et je ne sais pas pourquoi. Non, j'ai pas. C'est vraiment idiot, mais j'ai pas le. Ouais, on vous donne pas le. Ah, ben, je vous enverrai le. Ah, ben, je vais vous le mettre dans le chat. Tiens. Ah bah voilà, super. Ceux Ouais. qui veulent le regarder. Et donc, Ouais, y a plus... c'est assez incroyable parce que c'est une machine donc, qui improvise en direct avec un humain et que quand on connaît la puissance de calcul qu'il faut pour faire de l'intelligence artificielle, arriver à faire ça en temps réel, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et donc, en fait, un peu pour clore notre présentation, et puis après, on est à votre disposition pour échanger, il y a un gros sujet qui est la responsabilité envers la société de tous les acteurs de l'IA. Et en tout cas, on espère vous donner envie au moins de vous intéresser au sujet de l'IA, quel que soit le métier et le domaine dans lequel vous avez envie de travailler. Mais peut-être une chose vraiment particulière avec l'IA, c'est l'impact que ça peut avoir sur la société, après, comme beaucoup de choses. Mais là, c'est particulièrement fort. Donc, il y a trois points dont on voulait vous parler. Le premier, c'est le sujet des biais, dont vous avez sûrement entendu parler et qui est vraiment très important en fait, notamment quand on développe des modèles, on fait rentrer des données. Et en fonction de la qualité de ces données, on risque d'avoir de très gros biais et d'avoir des résultats qui ont un impact potentiel sur la société qui peut être très important si on ne s'en rend pas compte. Donc, je vais prendre un exemple. Si vous êtes le directeur des ressources humaines d'une entreprise et que vous décidez d'utiliser de l'IA au moins pour le début du recrutement, c'est-à-dire pour sélectionner des candidats, si votre intelligence artificielle, elle a été volontairement ou pas d'ailleurs mal entraînée, elle va peut-être décider, si vous êtes une entreprise où il n'y a que des hommes qui ont environ 40 ans et qui sont d'un certain niveau d'études, en fait, votre IA, quand vous allez l'entraîner, elle va forcément trouver que les personnes parmi ce groupe-là,
les plus performantes, ça va aussi être des hommes de 40 ans d'un certain niveau d'études, mais c'est parce qu'en fait, vous lui avez donné que ce type d'information. Et donc, sans vous en rendre compte, peut-être que vous recruterez jamais de femmes, jamais de jeunes ou jamais de vieux pour ce type de poste. Et donc, c'est un énorme biais. Et du coup, là, j'ai pris cet exemple-là, mais il y en a énormément. Et ça, c'est très important de vraiment. Alors, il y a tout un tas de moyens de lutter contre ces biais-là, mais encore faut-il se poser la question et avoir bien conscience qu'à chaque fois qu'on va développer de l'intelligence artificielle ou des outils, on peut créer des biais. Et donc, c'est vraiment euh, c'est une des priorités en fait que les gens qui travaillent sur ces sujets se posent vraiment la question de ce qu'ils veulent faire et des données qu'ils utilisent, de la qualité des données, mais aussi de l'impact des modèles qui développent. Donc ça, c'est un premier sujet vraiment important. En plus, c'est parfois compliqué de voir le biais qu'il y a dans un algorithme. Donc, c'est d'autant plus important que ceux qui les conçoivent en aient vraiment le souci. Et d'ailleurs, je dis ceux qui les conçoivent, mais ceux qui les utilisent et ceux qui demandent qu'on les développe ont la même responsabilité. Après, il y a un vrai sujet qui est un sujet sur l'environnement. Donc, on parle beaucoup, il y a beaucoup de réflexions en ce moment sur tout ce qui va être l'IA frugale, donc, qui ne consommera pas beaucoup, ou l'IA à l'impact carbone en fait de l'IA. Aujourd'hui, tout ce qui est numérique dans son ensemble, pas uniquement l'IA, donc ça inclut les téléphones, l'utilisation de téléphones mobiles, tout ce qui va être objets connectés, etc. Aujourd'hui, le numérique, c'est 1,4 milliard de tonnes de CO2 et ça représente à peu près 4% des émissions mondiales. Là-dedans, l'IA, c'est assez peu en fait. Mais la raison pour laquelle on s'y intéresse, c'est que il y a une croissance énorme en fait, c'est plus 9% par an, la consommation et l'impact en fait, la consommation d'électricité et l'impact d'énergie plutôt et l'impact de l'IA sur l'environnement. Donc on voit que ça prend de plus en plus de place. Parce qu'aujourd'hui, on a des modèles où à la fois on stocke beaucoup d'informations et la façon dont on a construit la plupart des modèles, c'est souvent on dit on les nourrit, c'est-à-dire qu'on leur donne le plus d'informations possible pour leur permettre d'apprendre. Et donc il y a toute une réflexion sur en fait l'impact de l'utilisation de l'intelligence artificielle sur l'environnement. Est-ce que finalement la façon dont on apprend à une machine ne pourrait pas être repensée? Si vous regardez un enfant, quand vous lui présentez une personne, en une fois, il se souvient de cette personne. Et donc, il a compris, il a compris le nom de la personne, que c'était cette personne, etc. Une machine, si vous voulez lui faire reconnaître un éléphant, il va falloir lui montrer, aujourd'hui, avec la plupart des méthodes qu'on utilise, des milliers en fait, d'images d'éléphants pour qu'il arrive à le reconnaître. Donc, il y a un certain nombre d'écoles qui sont en train de réfléchir à comment on apprend à une machine en étant beaucoup plus économe. Et, euh, et au lieu d'avoir à lui montrer des milliers d'images d'éléphants, comment on peut faire ce qu'on appelle par exemple du one-shot learning, où en fait la machine va apprendre très très vite. Donc ça, je dirais que c'est les personnes qui se décident à ces métiers, qui se destinent à ces métiers, c'est vraiment c'est important en fait qu'elles aient ce souci et qu'il n'y ait pas juste la passion en fait de développer des modèles et de créer des choses toujours plus performantes, mais aussi de se dire c'est quoi l'impact sur l'environnement de ce que je fais. Et puis le dernier point dont on voulait vous parler, c'est les humanités au sens large en fait. Alors, en fait, l'intelligence artificielle, c'est à la fois une énorme chance. Alors, on l'a juste abordé, mais on a parlé de la santé, de la musique, mais dans tous les domaines, ça peut vraiment nous aider à repenser ce qu'on fait et à le faire mieux. Ça peut aussi être quelque chose de très déshumanisant. Il y a beaucoup, alors c'est souvent la robotique dont on parle, mais au-delà de la personnification, en fait, tous ces modèles qui vont prendre des décisions,
la question, c'est en fait comment on les utilise. Est-ce que c'est des outils pour nous aider à prendre des meilleures décisions? Est-ce que c'est des outils qui vont de plus en plus prendre des décisions sans qu'on les comprenne et qui vont quelque part un peu nous échapper, d'autant plus que en fait on permet à la machine d'apprendre, de perfectionner les prises de décision qu'elle nous propose. Donc il y a toujours ce risque en fait quand on délègue sans soi-même comprendre ce qu'on délègue de perdre de notre capacité à décider. Ça, c'est des gros enjeux de société. Celles ou ceux qui souhaitent parler, écrire, n'hésitez pas et puis on fera de notre mieux. Ne soyez pas timide, hein, évidemment. N'ayez pas peur. N'hésitez pas, on voit votre chat. Alors, est-ce que la spécialisation dans un certain domaine, en biologie par exemple, ça se décide au début des études, car ce domaine nous plaît, ou en fonction des offres d'emploi? Alors, ça c'est une bonne question. En fait, si vous faites des études de maths, d'info, voilà, prépa, école d'ingé, licence master, master recherche, etc., vous pouvez décider, en gros, au niveau de votre master 2, d'aller faire un stage, par exemple, dans un laboratoire de biologie ou de médecine, ou de faire une thèse orientée sur le domaine. Donc ça, c'est l'option A. En fait, quand vous venez, vous n'allez pas y travailler sur la même chose, mais quand vous venez des maths ou de l'info, vous pouvez... un informaticien dans une conférence disait la chance des informaticiens, c'est de pouvoir travailler dans le jardin secret de tous les autres chercheurs. Et en fait, c'est ça, c'est que vous allez pouvoir aller travailler sur des données médicales ou des données historiques ou archéologiques. Et en général, ça plaît beaucoup. Maintenant, si vous faites des études de biologie parce que vous adorez la biologie, il y a de plus en plus de parcours, notamment en master, dans lesquels vous allez avoir des cours d'apprentissage automatique, d'intelligence artificielle, de machine learning. En biologie, c'est assez typique d'avoir ça. Il y en a plusieurs chez nous. Donc, ça peut se prendre dans les deux sens, en fait. Ouais, moi, je partage ce que dit Xavier. En fait, s'il y a quelque chose qui vous plaît vraiment, il faut y aller, il faut pas hésiter. En plus, vous serez forcément bon. Si par contre, il y a rien pour l'instant qui vous enthousiasme, dans ce cas-là, regardez les domaines où effectivement il y a beaucoup de débouchés parce que voilà, autant choisir ça. Mais si vous avez une passion, moi je vous conseillerais de pas hésiter. Et peut-être que ce qu'on voit, c'est que les choses s'accélèrent vraiment beaucoup. Je dirais peut-être par rapport à l'époque où Xavier et moi, on a fait nos études, les gens changeaient quand même moins de métier que ce qui est en train de se faire maintenant. Et les connaissances aussi évoluaient moins vite. Donc, c'était probablement beaucoup plus impactant ce qu'on choisissait et c'était plus compliqué, surtout en France. Hein, c'est pas la même chose, notamment dans les pays anglo-saxons, mais en France, c'était plus compliqué de changer de voie. Là, il y a la formation initiale que vous avez, mais il y a aussi beaucoup de choses qui s'apprennent en ligne maintenant, ce qui était pas le cas avant. Et vous pouvez très bien compléter une formation, faire par exemple commencer par biologie et puis vous dire c'est pas tout à fait ce que je veux faire et du coup en parallèle réapprendre des choses et évoluer. Donc c'est, je dirais, vraiment ayez assez peu d'angoisse en fait par rapport à l'avenir. Choisissez les choses qui vous plaisent et vous pourrez, de toute façon, vous serez obligé de continuer à apprendre. Et puis moi, ce que je peux dire aussi, c'est que du coup, ce qui est intéressant, au club, en fait, chez Datacraft, on a des data scientists qui viennent de tous les univers, hein, et on voit vraiment des profils extrêmement différents. Les tout jeunes, la plupart du temps, ils ont quand même un profil très mathématique, informatique, hein, mais il y en a beaucoup qui viennent aussi, y compris dans les jeunes qui viennent d'autres univers. On a un gros partenariat avec une association, par exemple, qui s'appelle Data for Good, qui fédère beaucoup de jeunes qui font école de commerce et Sciences Po.
et qui s'intéressent au sujet de data, mais qui n'ont pas la formation. Donc, du coup, qui vont un peu se former à côté et puis qui vont aller dans cette association, travailler sur des sujets liés à l'utilisation des données et qui vont être qui vont se mélanger avec d'autres qui, eux, ont fait un parcours classique, prépa, mathématiques, informatique. Et ils vont apprendre comme ça. Donc, c'est assez intéressant. Là, en ce moment, j'ai une stagiaire, par exemple, qui a fait l'EDEC, donc une école de commerce, et qui est fan de sport et d'utilisation des données dans le sport. Et donc, elle a fait l'EDEC, et là, elle est en train de faire un master data science, je dirais un petit peu généraliste, parce qu'elle n'a pas clairement, c'est pas elle qui va développer des algorithmes, mais par contre, elle va vraiment pouvoir travailler sur des sujets de valorisation des données dans le sport. Et si je peux vous donner des exemples, l'intelligence artificielle, ça peut permettre dans le sport, ça peut permettre à un entraîneur de mieux sélectionner son équipe, ou en fonction du profil particulier de chaque membre en fait de l'équipe. Ça peut permettre aussi d'adapter un programme alimentaire de façon très très personnalisée pour un sportif de haut niveau. Donc vous voyez, elle, en l'occurrence, elle a un profil. Je pense que quand elle a eu son bac, elle a fait une prépa, elle a fait son école de commerce, et puis tout d'un coup, elle s'est découverte une passion pour les sujets de data et de sport. Et voilà, donc je pense que elle avance sur ce sujet, donc il y a vraiment beaucoup de profils. On a une salve de questions. Alors, je vais tenter des réponses parce qu'après, moi, je dois partir à 19h. Et puis après, Isabelle nous donnera son avis. Donc, avez-vous travaillé sur un projet particulier? Alors, pour vous donner une réponse pour moi je viens de la musicologie. Moi, je travaille en ce moment sur un projet d'une analyse des manuscrits numérisés dans les bibliothèques. Parce qu'en fait, je viens d'une époque où quand on voulait étudier des manuscrits ou des livres anciens, il fallait aller dans les bibliothèques. Donc, on allait d'une bibliothèque à l'autre. Et puis, avec Internet, etc., et la numérisation, toutes ces données ont été numérisées. Et donc, on n'a plus besoin de se déplacer en bibliothèque, mais on a beaucoup, beaucoup de choses accessibles. Et donc, on développe des techniques de machine learning pour regarder dans des pages de manuscrits, écrites en latin, en grec, en hébreu, pour essayer de trouver des informations pertinentes. Et ça, c'est pas une chose si simple à faire que ça, mais c'est très intéressant. Et faire une prépa ingénieur marche si on veut faire de l'IA plus tard. Ah ben, tout à fait, ça marche. C'est pas la seule voie, mais c'est une bonne voie. Parce qu'en fait, la base de l'IA moderne, machine learning, deep learning, c'est de faire de l'informatique et de la programmation, du Python par exemple, et c'est de faire des maths et des stats en particulier. Donc ça, c'est les choses importantes quand on veut être au cœur de l'IA. Et en médecine, dans quelle spécialité étudie-t-on l'IA? Eh ben, en fait, un peu partout, dans les projets médicaux qu'on a, et c'est ce qu'Isabelle a évoqué aussi dans sa présentation. Évidemment, vous avez des oncologues qui vont faire de la prédiction du cancer à partir de radios aidés par de l'intelligence artificielle. Vous avez des cardiologues qui vont faire des choses en regardant les électrocardiogrammes. Vous avez des gériatres qui mettent des objets connectés à l'intérieur des maisons de leurs patients pour faire du monitoring. Enfin, vous avez ça dans vraiment... là, je travaille en ce moment avec un hématologue. Donc, lui, il fait de la microscopie, il regarde les globules rouges, les globules blancs, etc. Et il veut analyser ça avec des techniques d'intelligence artificielle. Et donc, on développe un projet là-dessus. Et j'ai Ambre qui dit « Bonsoir, travaillez-vous sur le stockage des données sur ADN artificiel ?» Et alors ça, c'est un sujet très rigolo. Et justement, ouais, moi, je ne travaille pas dessus, mais c'est rigolo parce que j'ai un collègue qui travaille dessus et c'est un sujet qui est très intéressant, notamment parce qu'il a un impact environnemental important. Alors, je vais essayer de vous trouver son nom pour que vous puissiez le questionner directement. C'est un chimiste de chez nous qui travaille sur ce sujet. Et si vous me laissez une seconde, je vais vous le retrouver. Et pendant que Isabelle... Ouais, si tu veux, Xavier, tu peux le mettre dans le chat. Ah oui, voilà, je vais le mettre dans le chat, très bien. Et après, si tu dois partir, du coup, je vais continuer à prendre les questions. Xavier, il a des enfants qui sont petits, donc il a des bonnes raisons de devoir y aller. Alors, est-ce que vous avez travaillé sur un projet particulier? Oui, moi, sur beaucoup dans la santé, en fait. Mais après, sur tout un tas d'autres projets, sur la santé, notamment pour répondre un peu à la dernière question, beaucoup sur les projets de séquençage du génome humain, qui sont des gros projets où l'idée, c'est de constituer une grosse base, en fait,
de données génomiques pour pouvoir faire de la recherche dessus. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels j'ai pas mal travaillé. Faire une prépa ingénieur marche, bah oui, c'est sûr que c'est… En fait, nous on a vraiment voulu faire passer le message que finalement, tout le monde peut se retrouver à travailler sur des sujets d'intelligence artificielle. C'est pour ça que je vous donnais l'exemple d'études de droit. Mais c'est vrai que si on veut être en tout cas au cœur notamment du développement de modèles, etc., c'est sûr que une des très bonnes voies, en fait, c'est effectivement de faire une prépa et une école d'ingénieur ou une école d'ingénieur directement. Mais c'est sûr que plus vous aurez une base solide, en fait, en maths et puis idéalement aussi en informatique, et du coup, plus ça vous permettra de faire deux choses derrière. En médecine, dans quelle spécialité étudie-t-on l'IA? Alors ça, c'est un gros sujet. Moi, comme j'ai beaucoup travaillé sur les sujets de santé, on a beaucoup échangé avec les facs de médecine parisiennes, parce que justement, il y avait quand même un très gros décalage entre ce qui se fait en fac de médecine et puis ce dont on a de plus en plus besoin. Sachant qu'il y a justement cette intelligence artificielle qui vient en soutien des médecins. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, le plus important, c'est à la fois d'être capable d'expliquer aux patients ce qui leur arrive, et donc c'est vraiment des compétences humaines. Et puis d'autre part, être capable à la fois de dialoguer avec les patients, mais aussi de dialoguer avec les machines pour comprendre dans quelle mesure elles peuvent vous aider à prendre de bonnes décisions, et aussi pour être capable de en tant que médecin ou professionnel de santé, de collaborer avec des experts de la donnée pour développer des solutions en santé. Donc, c'est des discussions qu'on a beaucoup eues avec les facs de médecine pour leur demander d'intégrer toute cette partie-là dans les cursus. Donc, il commence de plus en plus à y avoir des cours en fait sur tout ce qui va être digital, donc à la fois les objets connectés, etc. Et puis la partie, alors je ne sais pas si intelligence artificielle ce sera le bon mot, mais en tout cas comment on utilise les données de santé, pourquoi faire, voilà. Donc ça commence à être ajouté dans les cursus. Et puis après, ce qui est sûr, c'est que tout dépend ce que vous voulez faire. Si vous voulez vraiment avoir un grand niveau, il y a des gens qui font un deuxième diplôme, ou en tout cas qui apprennent à côté. Il y a quelques médecins qui vont aller qui vont apprendre à coder. Il y en a qui vont développer plus la partie algorithmie, ça dépend. Mais ça se fait en parallèle, et souvent c'est très très long de faire une école d'ingénieur et médecine. Donc de plus en plus on voit c'est des formations qui se font à côté. Et je pense que les études de médecine vont aussi beaucoup évoluer. Et puis après, il y a des gens aussi dont on n'a pas parlé, mais qui ont des profils de bioinformaticiens, biostatisticiens. Donc eux, en fait, ils sont très bien préparés aussi pour rentrer sur ces métiers-là. Quelle classe préparatoire faut-il choisir pour travailler dans l'IA? Je dirais de façon… ça dépend un peu de ce qu'on veut faire. Si vraiment on veut je dirais les profils de data scientist très classiques, on va les prendre dans les grandes écoles d'ingénieurs. Donc, je dirais X, Centrale, Normal Sup. Voilà, c'est là où il y a souvent les gens qui sont vraiment sur la partie… Pardon ? C'est là où il y a vraiment des gens qui sont sur la partie développement des algorithmes. Mais après, enfin, quand je vois les profils des gens qui travaillent avec nous, et notamment qui viennent au club, il y a vraiment… il y a beaucoup tout ce qui va être statisticien aussi, donc toutes les écoles de stats, et puis il y a des écoles d'ingénieurs spécialisés qui vont aussi pouvoir travailler sur des sujets d'IA. Si vous êtes passionné d'aéronautique, faites Supaéro, et puis formez-vous en plus sur ces sujets-là. Il y a plein de très beaux enjeux. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Enfin, vraiment classe prépa, école d'ingénieur, là, vous avez vraiment le choix.
Voilà, je crois que je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Après, n'hésitez pas, si parmi vous, il y en a qui ont des questions, soit des questions d'orientation. Alors, on ne sait pas tout hein, avec Xavier, mais en tout cas, pour la partie Sorbonne Université, pour le coup, Xavier est très compétent et puis on voit pas mal de choses. N'hésitez pas, vous pouvez toujours nous, dans la mesure du possible, vous pouvez toujours nous contacter. On essaye toujours de répondre. Peut-être je vais terminer par un exemple qui m'avait frappé parce que j'avais pas du tout imaginé qu'il y avait des gens qui travaillaient sur la data là-dessus. Dernièrement, on a lancé un gros travail avec plusieurs de nos membres sur les données des réseaux sociaux et notamment sur les questions des fake news. Parce qu'on était frappés à la fois, on avait été un peu choqués par ce qui s'était passé aux différentes dernières élections. On était aussi choqués par les fake news qu'on voyait dans le domaine de la santé. Et du coup, on a rassemblé toute une équipe pour travailler sur ces sujets. Et en fait, il y a toute une équipe à l'INALCO. Donc l'INALCO, c'est tout ce qui est langues orientales, qui travaille sur ces sujets-là, en partenariat aussi avec le CELSA. Donc le CELSA, c'est, en tout cas moi je les connaissais comme une très bonne formation pour la communication, mais j'imaginais pas qu'ils se préoccupaient de sujets liés à l'intelligence artificielle. Et en fait, il y a plusieurs professeurs qui travaillent sur les données des réseaux sociaux. Et donc, du coup, c'est un outil de communication important. C'est pour ça qu'ils travaillent dessus au CELSA. Et à l'INALCO, en fait, il y a toute une réflexion sur l'apprentissage des langues. Et donc, là aussi, il y a quelques spécialistes à la fois des sujets d'apprentissage des langues et d'intelligence artificielle. Et au CELSA, en fait, de communication, de données des réseaux sociaux et d'intelligence artificielle. Donc, vous voyez vraiment, je dirais le cœur, hein, c'est les écoles d'ingénieurs, mais on peut travailler sur ces sujets à beaucoup d'endroits. Je crois que Xavier parlait du projet qu'on est en train de lancer sur en fait sur l'écriture égyptienne ancienne. L'idée, c'est d'essayer de retrouver quel est le scribe qui a écrit un texte. La personne qui pilote ça, elle est égyptologue. Donc, elle connaît très bien les textes. Mais par contre, c'est pas du tout une data scientist. Et en même temps, c'est elle qui est capable d'expliquer, de donner des éléments de contexte pour qu'on fasse pas n'importe quoi en développant un outil pour aider à identifier quel scribe a écrit quel texte. Donc, elle est vraiment partie prenante du travail qu'on est en train de faire. Et donc, ça, c'est un travail qui va mêler une expertise en égyptologie, des experts en data science, mais de différents secteurs. Les équipes, par exemple, de Vinci Autoroute, qui sont très forts pour faire du traitement de l'image, et notamment pour essayer de lire une plaque de voiture quand elle roule pour accélérer le passage au péage. C'est une expertise qui va être utile pour déchiffrer en fait l'image de ces textes anciens. Donc vous voyez, on arrive à avoir une créativité qu'on n'aurait pas imaginée et finalement aucun de ces gens ne se sont fermés en choisissant leurs études au départ. Vous avez cité Superhero, que font-ils avec les datas? Alors, Superhero, je n'en sais rien. J'avoue, je sais pas, je connais pas suffisamment ce qu'il y a dans la formation. Par contre, dans le secteur de l'aéronautique, il y a énormément de sujets qui traitent de la data en fait et qui sont traités par des data scientists. Tout ce qui va permettre en fait d'améliorer, par exemple, d'améliorer la performance en vol. Il y a beaucoup de modèles qui sont utilisés et il me semble que Xavier parlait à un moment, il parlait d'un étudiant qui fait une thèse sur le chant des oiseaux. Moi, je me souviens avoir eu un étudiant dans un précédent poste que j'avais, qui faisait une thèse en fait sur le vol des oiseaux et les propriétés en fait de glissement
et d'adaptation en fait des ailes de cet oiseau pour faciliter le vol. Et ça, c'était des choses qui intéressaient beaucoup le secteur aéronautique, par exemple. Donc, enfin, dans le domaine aéronautique, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont faites pour aider à la fois à la construction des avions, mais aussi au pilotage. Ben, j'ai l'impression que on est arrivé au bout. Voilà. Eh ben, écoutez, peut-être ce que je vais faire, je vais juste, en fait, dans le chat, je vais vous mettre nos mails. Celui-là, c'est le mien et celui de Xavier. Je vais vous le mettre aussi, comme ça, vous aurez les deux si. Voilà, sinon, si voilà, je pourrais relier. C'est un peu vision. Ah oui, d'accord. Voilà. Je vous mets les deux si Voilà. vous avez une question précise, n'hésitez pas. Bon, après, on a un temps relatif, hein, donc mais en tout cas, si quelque chose si vous y pensez après, n'hésitez pas à nous questionner. Merci en tout cas, et voilà, j'espère que ça vous aura donné envie pas forcément d'en faire votre métier, mais en tout cas de vous y intéresser et de regarder ça de près, parce qu'il y a un vrai impact sur la société. Ben, merci à vous, c'était passionnant. Je crois que, enfin, je me fais le porte-parole des élèves qui étaient derrière l'écran. Mais voilà, un grand merci de nous avoir accordé de votre temps. Voilà, je vois les messages qui s'affichent. Et puis, ils ne manqueront peut-être pas de vous poser des questions si ils ont vos coordonnées. Merci, bonne soirée à tous. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.